Superstition, la plus dangereuse des superstitions, et que au fil des émissions, eh bien, on a parcouru le sommaire du livre tel qu'il se présente maintenant sous vos yeux. Je vais revenir au début pour qu'on remette ça dans le contexte. Donc, je passe sur la préparation du lecteur de la première émission. Vous voyez qu'on y a entamé surtout la première partie avec la superstition la plus dangereuse. On en a vu une vue d'ensemble, puis on a identifié l'ennemi. Et lors de l'émission numéro 2 du 20 juillet 2023, eh bien, on a évoqué les thèmes suivants: le gouvernement n'existe pas, les ramifications de la superstition, tenter de rationaliser l'irrationnel, le mythe du consentement, plus de mythologie. Puis l'émission numéro 3 du mardi 25 juillet, l'ingrédient secret, l'excuse de la nécessité. On a entamé la partie 2 avec les preuves de l'autorité. On a évoqué l'abandon du mythe, pourquoi le mythe est tentant, la religion du gouvernement, autrement dit l'équivalence entre religion et gouvernement, dans la mesure où les deux sont basés sur la foi et la croyance. Et puis l'émission numéro 4, on a évoqué l'autorité égale violence immorale, et on a vu pourquoi, qui leur a donné le droit, modifier la moralité, et puis l'inévitabilité du jugement. Ça, c'était l'émission de mercredi 26, donc il y a tout juste une semaine. Et puis, nous sommes arrivés donc à l'émission du jeudi 27. On a abordé la troisième partie avec les effets de la superstition, en évoquant les effets du mythe. Dans la partie 3, les effets du mythe sur les maîtres, le droit divin de l'homme politique. Dans la partie 3b, les effets du mythe sur les exécutants. Et un chapitre très, très, très important qui s'appelle « Suivre les ordres », en parfaite résonance avec la conférence de Marc Passio. Cette conférence de Marc Passio qui évoque en fait la loi naturelle. Alors cette conférence, vous l'avez maintenant sous les yeux. Eh bien, si vous écoutez la conférence numéro 5 de la loi naturelle, vous verrez toute la, comment on pourrait dire, l'inspiration que Marc Passio a trouvée dans le sommaire que je suis en train de vous décrire. Donc concernant suivre les ordres. En tout cas, c'était l'émission du jeudi 27 juillet, et puis on est arrivé donc à l'émission d'hier avec cette expérience fondamentale que je vous invite à toutes et tous connaître parfaitement, qui s'appelle les expériences de Milgram, et surtout les conclusions qui en ont été tirées. Ensuite, on a évoqué enseigner l'obéissance aveugle et comment ça commence dès l'école, avec tout un tas d'exemples et d'arguments tout à fait significatifs. Et puis, on a évoqué la fabrication des monstres. Eh bien, nous sommes aujourd'hui
mercredi 2 août pour cette émission numéro 7. Merci à toutes celles et ceux qui d'ores et déjà nous ont rejoints. Bien sûr, vous savez à quel point ça nous fait plaisir lorsque vous vous manifestez sur le chat, ne serait-ce que pour exercer, pour nous saluer mutuellement. Aujourd'hui, on va évoquer, comme vous l'avez peut-être déjà vu dans le chat, la diabolisation de la victime, ce que signifie le badge ou l'insigne que portent le plus souvent des gens portant je trouve plus le mot, l'équivalent d'un costume, et puis de nobles motifs, de mauvaises actions, fiers de commettre le mal. Je vous rappelle que les 85 pages de la version PDF de ce livre en anglais sont d'ores et déjà disponibles. Je vais tâcher de vous remettre à nouveau le lien à l'écran, de façon à ce que vous puissiez tout simplement télécharger ces 85 pages. C'est aussi notre document de travail. Donc, vous verrez qu'on y retrouve les liens de chacune des vidéos que nous produisons avec le sommaire correspondant. Donc, je vous remets le lien sur le chat, un lien qui doit se finir, j'imagine, dans la soirée. Donc, voilà le lien que vous avez à l'écran. Lien actif du 31 juillet au 2 août. Il est donc encore valable, je suppose, quelques heures. Je vous laisse vérifier. Et puis, dès que ce lien sera caduc, eh bien, on entamera la traduction pour les 3 prochaines émissions. Je vous rappelle que chaque émission est calibrée aux alentours de 10 pages en anglais. On s'arrange pour qu'évidemment un paragraphe soit lu jusqu'au bout. Et donc, compte tenu de tout ça, vous avez une petite idée que après les prochaines préparations, eh bien, on pourra vous permettre de télécharger un livre déjà de 115 pages sur les 200 que représente la version du livre que vous avez vu à l'écran et que je vous remets, The Most Dangerous Superstition, version française. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. Donc, on est parti pour cette nouvelle émission où nul doute que nous allons encore beaucoup apprendre ensemble. Vous savez que par le passé, on a déjà lu en lecture active et interactive de nombreux ouvrages, dont l'ouvrage Crépuscule de Juan Branco et bien d'autres encore. Les raisons cachées, bien sûr, un des ouvrages les plus marquants que nous ayons lus, du désordre mondial de Valérie Bugeaud, et merci à elle d'avoir permis la diffusion de cet ouvrage. J'aborde donc maintenant tout de suite avec vous la diabolisation de la victime qui, comme on l'a vu juste avant, s'inscrit dans la partie 3b de cet ouvrage, cette troisième partie étant consacrée aux effets de la superstition et la partie 3b aux effets du mythe sur les exécutants. Donc, la diabolisation de la victime. Il est important de souligner que dans les expériences de Milgram, les sujets pensaient qu'ils choquaient des étrangers innocents. Il n'y avait aucune accusation que la personne choquée était une mauvaise personne ou avait fait quelque chose d'immoral. Il devrait être évident que si l'individu moyen inflige, sur ordre de l'autorité, une douleur à une personne innocente, il infligera également une telle douleur avec moins d'hésitation et moins de culpabilité à une personne qu'il imagine mériter une telle douleur. L'armée américaine et sans doute de nombreuses autres armées a mené de nombreuses recherches pour déterminer ce qui peut être fait pour surmonter l'aversion naturelle d'un soldat pour le meurtre, afin qu'il tue sur ordre. L'un des moyens les plus efficaces d'y parvenir est de diaboliser et de déshumaniser celui qu'on lui demande de tuer. Dans les guerres modernes, les gouvernements des deux camps alimentent leurs soldats d'une propagande constante visant à dépeindre l'ennemi comme une bande de monstres sans cœur, vicieux, sadiques et inhumains. Ironiquement, cela devient une prophétie autoréalisatrice car cette propagande fait des deux camps des bandes de monstres sans cœur, essayant avec zèle d'exterminer les ennemis qu'ils ne considèrent pas comme des êtres humains à part entière. Des tactiques similaires sont utilisées par les forces de l'ordre. Les mercenaires, engagés par le gouvernement, sont beaucoup plus susceptibles d'infliger l'injustice et l'oppression à quelqu'un si cette personne a d'abord été déshumanisée et diabolisée.
La terminologie utilisée par les maîtres, les exécutants et tous les autres constitue une forme très efficace de contrôle de l'esprit qui modifie la façon dont les exécutants et leurs cibles perçoivent la réalité, affectant ainsi le comportement des deux groupes. Ces termes renforcent l'idée que l'obéissance à l'autorité est une vertu et que la désobéissance est un péché. Ce qui se passe, littéralement, c'est qu'un groupe de personnes émet un ordre et que les exécutants l'imposent aux masses en punissant la désobéissance. C'est ce que font la mafia, les gangs de rue, les tyrans des cours de récréation et tous les gouvernements. Alors que le message de la plupart des voyous est généralement direct et honnête, faites ce que je dis ou je vous fais du mal, le message du gouvernement implique une grande part de psychologie et de contrôle mental, ce qui est essentiel pour que les mercenaires de l'État se sentent justifiés d'infliger l'oppression à d'autres. Les contrôleurs du gouvernement se présentent comme des législateurs qui ont le droit de gouverner la société, présentent leurs ordres comme des lois et décrivent tous ceux qui désobéissent comme des criminels. Et contrairement aux gros bras de la mafia, ceux qui administrent les châtiments à tous ceux qui désobéissent aux politiciens sont présentés non pas comme de simples citoyens, comme de simples voyous à gages, mais comme de nobles responsables de l'application de la loi, qui protège à juste titre la société de tous les contrevenants à la loi, méprisants et incivils. Cette propagande est très efficace, non seulement pour inciter les agents autoritaires à commettre des actes de violence à l'encontre d'innocents, mais aussi pour qu'ils s'en sentent fiers. Ils sont convaincus, grâce à leur endoctrinement autoritaire, qu'ils traduisent les criminels en justice et qu'ils maintiennent ainsi l'ordre public dans l'intérêt de la société. Mais ce qu'ils font en réalité, le plus souvent, c'est utiliser la violence pour contraindre tout le monde à obéir aux ordres des politiciens, aussi immoraux, arbitraires, socialement ou économiquement destructeurs, ou carrément idiots que soient ces ordres. Il y a une grande différence dans les connotations des deux termes agent de la force publique et voyou de politicien. Il n'y a cependant aucune différence dans ce qu'ils signifient littéralement. Mais en persuadant les agents d'exécution que la violence qu'ils utilisent constitue une application de la loi intrinsèquement juste et noble, on peut modifier leur perception de telle sorte qu'ils imposeront volontiers et fièrement la volonté de la classe dirigeante à leurs semblables. Les exemples sont aussi nombreux que les lois, mais ils appartiennent tous à l'une des deux catégories suivantes. Les interdictions, par lesquelles les hommes politiques proclament que leurs sujets ne sont pas autorisés à faire une certaine chose, et les exigences, par lesquelles les hommes politiques proclament que leurs sujets doivent faire une certaine chose. Un exemple de chacune de ces catégories suffira à illustrer le propos. Prohibition. Les contrôleurs publient un décret interdisant à leurs sujets de posséder de la marijuana. Cette interdiction est proclamée comme étant la loi et tous ceux qui y désobéissent sont considérés comme des criminels. Les contrôleurs dépensent alors d'énormes sommes d'argent prélevées sur leur sujet par le biais d'une autre loi pour payer des mercenaires, des armes, des véhicules blindés, des prisons, etc., dans le seul but de capturer tous ceux qui sont surpris en train de désobéir à leur loi. Considérons maintenant le point de vue du policier chargé de faire respecter cette loi qui découvre que quelqu'un a vendu de la marijuana à des clients consentants. Si l'officier pouvait considérer objectivement la situation sans que le mythe de l'autorité ne vienne fausser sa perception, il verrait immédiatement que son travail est non seulement immoral, mais aussi complètement idiot et hypocrite. Son travail étant de capturer physiquement quelqu'un dans le but de le mettre en cage pendant un long moment pour avoir fait quelque chose qui n'était ni frauduleux ni violent. En fait, jusqu'à l'arrivée du policier, toutes les personnes impliquées, cultivateurs, revendeurs, vendeurs, acheteurs, utilisateurs, ont interagi pacifiquement et volontairement. En outre, si le policier a déjà consommé de l'alcool, il se rendrait coupable d'un acte moralement identique à celui du criminel. Néanmoins, il se considérera comme un brave, juste et noble, agent de la force publique lorsqu'il participera à une invasion armée et paramilitaire du domicile de la personne et qu'il capturera et entraînera de force le fraudeur loin de ses amis et de sa famille. Après le bureau, je rentrerai chez moi et je boirai une bière, et bien sûr, je ne réagirai pas gentiment à quiconque essayerait de l'en empêcher par la force. La seule différence, qui n'en est pas une, est que les politiciens ont inventé un ordre concernant une substance psychotrope,
la marijuana, et pas l'autre, l'alcool. En conséquence, l'officier croira sincèrement que l'utilisation d'une substance altérant l'esprit est un comportement bon, sain et américain, tandis que l'utilisation d'une autre est louche, immorale et criminelle, et justifie même l'agression violente et l'enlèvement des auteurs. Demande. Les contrôleurs promulguent une loi stipulant que tous leurs sujets qui possèdent des biens doivent leur verser chaque année un montant correspondant à 2% de la valeur de leurs biens. Cette exigence est appelée impôt foncier et est proclamée comme étant la loi, et tous ceux qui y désobéissent sont des criminels et des fraudeurs fiscaux. Les contrôleurs mettent alors en place une organisation de collecteurs d'impôts chargée de trouver tous ceux qui désobéissent, soit pour leur soutirer de l'argent par la force, soit pour les expulser par la force de leur propriété et les saisir pour les donner aux contrôleurs. Bien sûr, si quelqu'un faisait cela, sans doute, sans toute la propagande autoritaire, cela s'appellerait de l'extorsion. Tu dois me payer un tas d'argent chaque année ou je ne te laisserai pas vivre dans ta propre maison. Et très peu de gens, y compris ceux qui travaillent aujourd'hui comme collecteurs d'impôts, voudraient faire partie d'un tel système de racket. Pourtant, lorsque la même chose est faite légalement, non seulement les gens ordinaires acceptent de travailler dans le cadre d'un tel racket, mais ils font preuve de dédain à l'égard de tous ceux qui s'y opposent. Ceux qui essayent de ne pas se faire voler sont considérés comme des fraudeurs cupides qui ne veulent pas payer leur juste part. Et ceux dont le travail consiste à prendre de force l'argent ou les biens de ces fraudeurs fiscaux le font généralement avec un sentiment de droiture parce qu'ils croient vraiment que l'autorité de la loi peut prendre ce qui est généralement un acte immoral, le vol, l'extorsion et le racket, et le transformer en quelque chose de juste et légitime. Ils commettent donc des vols en masse, s'en félicitent et méprisent leurs victimes. Tel est le pouvoir de la plus dangereuse des superstitions. Alors dites-moi comment tout cela vous parle, les amis, si ça vous ouvre des perspectives, si ça vous choque, si vous aviez pu lire dans d'autres écrits des textes similaires, mais pour notre part, sachez que c'est un des textes qui nous semble les plus engagés concernant toutes les conséquences de la soumission. Je vous rappelle que dans le petit générique de début d'émission, hein, c'était la vision de Michel Péassonam, je crois, et Monique Pinson-Charlot, qu'il y a, reprenant en cela Bourdieu, des dominants et des dominés. C'est peu de le dire. Alors là, c'est beaucoup plus détaillé, évidemment, dans cet ouvrage, et on nous montre comment s'y prennent les dominants au travers de gouvernements. Les étatistes, c'est-à-dire ceux qui ont la croyance en la légitimité d'un gouvernement, affirment souvent que la taxation n'est pas un vol, car les gouvernements utilisent les recettes fiscales pour des choses qui relèvent du bien commun, de sorte qu'il s'agit simplement pour les gens de payer pour les biens et les services qu'ils reçoivent. Alors écoutez bien, parce que c'est là évidemment l'escroquerie, hein. Je rappelle la fin, de sorte qu'il s'agit simplement pour les gens de payer pour les biens et les services qu'ils reçoivent. Je suppose que beaucoup de ceux qui nous écoutent pensent qu'ils payent leurs impôts pour payer les biens et les services qu'ils reçoivent. Un tel argument ne tient pas compte de la nature fondamentale de la situation. Un simple exemple montre bien qu'il y a deux poids, deux mesures. Supposons qu'un étranger s'approche de vous et vous dise qu'il a tendu votre pelouse ou qu'il a laissé un objet chez vous et qu'il exige maintenant que vous lui donniez 1000 dollars alors que vous n'avez jamais accepté un tel arrangement. Il est évident qu'il s'agirait d'une extorsion et que vous n'auriez pas l'obligation de payer, même s'il avait réellement tondu votre pelouse ou laissé un objet chez vous. Personne n'a le droit, sans votre consentement, de vous fournir un objet ou un service alors que vous ne l'avez pas demandé ou que vous ne voulez pas l'acheter, et de vous prendre ensuite par la force ce qu'il déclare valoir pour cet objet ou ce service. Et pourtant, c'est exactement ce que tous les gouvernements, à tous les niveaux, font toujours. Alors, est-ce que ça vous parle, les amis, ce que je suis en train de partager avec vous de ce livre dont je vous rappelle qu'on a eu l'idée de le lire à voix haute, d'une part parce qu'on n'a pas trouvé la traduction française, mais évidemment, si on l'a cherché, c'est qu'on a trouvé ce livre fort intéressant. Il fait la paire avec un deuxième ouvrage qui est celui-ci, La fin du mal de Jérémie Locke. En revanche, celui-ci, on le trouve pour environ 5 € assez facilement. Et donc, par conséquent, ces ouvrages, eh bien, on les a découverts en écoutant, bien évidemment, les conférences de, le nom me demande toujours un petit, alors je ne suis pas sur la bonne liste là, les conférences donc
comment dirais-je? Je vais trouver bientôt. Est-ce que c'est la bonne? Eh ben non, c'est pas la bonne. Alors celle-ci, on va la supprimer. Toc. Et je vais enfin y arriver. Donc, les conférences de Marc Passio. Et donc, dans la conférence 3 sur 5, eh bien, Marc Passio émet l'idée que, selon lui, il y a 2 livres fondamentaux, et effectivement, on le comprend en les lisant, à lire, puisque ce sont eux qui, finalement, donnent quasiment tous les sujets évoqués lors de ces 5 conférences. Et il faut reconnaître à Marc Passio un sacré talent pour transformer une lecture plus ou moins facile, c'est vrai, en conférence qui est agrémentée de différentes projections. Alors, comme on a la chance que la chaîne YouTube Jeanne Traduction, il faut bien lui rendre hommage, c'est un travail considérable, et traduite ces conférences à l'origine en anglais, en français, en doublant la voix, elle s'avère facile à écouter et surtout très, très instructive. Donc, je reviens à notre sujet du jour, évidemment, qui continue à décliner, voyez, le paragraphe intitulé « La diabolisation de la victime ». Lorsque les cibles d'une agression autoritaire sont diabolisées et déshumanisées avec succès, il n'y a pratiquement aucune limite au degré de violence et d'injustice que ceux qui croient en l'autorité sont prêts à commettre. Pour tous ceux qui auraient encore l'espoir que la conscience des soldats américains et des forces de l'ordre puisse limiter le niveau d'injustice qu'ils sont prêts à infliger à de parfaits inconnus, il existe de nombreux exemples concrets qui prouvent le contraire. L'un des plus connus est sans doute le massacre de My Lai pendant la guerre du Vietnam, Lai s'écrivant L-A-I, où les troupes américaines ont non seulement assassiné des centaines de civils non armés, mais principalement des femmes et des enfants, mais ont également agressé sexuellement et torturé certains d'entre eux, et où certains soldats se sont ouvertement réjouis de la souffrance et de la mort de leurs victimes, d'après les propres témoignages des soldats. C'est ce qu'ont fait les soldats américains en raison de leur loyauté au mythe de l'autorité, combiné à la diabolisation et à la déshumanisation de leurs victimes. Les soldats eux-mêmes l'ont dit sans ambages, l'un affirmant qu'il ne faisait qu'obéir aux ordres, un autre que la plupart des soldats américains présents sur place ne considéraient pas les Vietnamiens comme des êtres humains. Il convient de noter que certains soldats américains ont tenté sans grand succès d'arrêter ou de limiter le massacre. S'il s'agit de l'un des exemples les plus célèbres d'atrocités commises par les troupes américaines en temps de guerre, ce n'est certainement pas le seul. En fait, de nouveaux exemples du sadisme des soldats américains ne cessent d'être révélés. Alors que dans les expériences de Milgram, certains sujets démontraient, verbalement ou par leur comportement, qu'ils se sentaient mal à l'aise à l'idée d'infliger des blessures à un étranger innocent, les forces de l'ordre et les soldats, à qui l'on a d'abord appris à mépriser un ennemi, obéissent aux ordres autoritaires avec encore plus d'empressement, souvent d'une manière qui montre qu'ils prennent plaisir à infliger la douleur et la mort à leurs victimes. C'est ce qu'ont montré les images de la prison d'Abu Ghraib en Irak, montrant que les troupes américaines, hommes et femmes, non seulement pratiquaient la torture mentale et physique, mais se réjouissaient et s'amusaient des souffrances de leurs victimes, posant même volontiers devant l'appareil photo, tout en humiliant, agressant, torturant et violant leurs prisonniers. Les administrations Bush et Obama ont toutes deux empêché la publication d'une grande partie des preuves photographiques de ces tortures par crainte de l'effet que ces images auraient sur l'opinion des militaires et du pays, tant chez les Américains que chez les étrangers. Une fois encore, bien que les preuves montrent que ces tortures ont été pratiquées sur ordre des plus hauts niveaux du gouvernement, il est important de noter que ceux qui ont exécuté ces ordres de l'autorité ont clairement manifesté une jouissance sadique de la douleur et de la souffrance qu'ils infligeaient à d'autres êtres humains. Quelqu'un qu'ils percevaient comme une autorité leur avait dit qu'il était noble et juste de haïr et de blesser l'ennemi. C'est ce qu'ils ont fait et ils y ont pris plaisir. La même attitude et la même mentalité se retrouvent dans diverses actions de maintien de l'ordre, telles que l'assaut du Ruby Ridge en 1992 et le raid, l'impasse et le massacre final près de Waco, au Texas, en 1993. Dans aucun de ces cas, les autorités n'ont poursuivi quelqu'un qui avait réellement blessé ou menacé quelqu'un d'autre. Dans les deux cas, il s'agissait d'agressions paramilitaires fondées sur la possession présumée d'armes à feu illégales. Lors de l'incident de Waco, 80 personnes, dont des hommes, des femmes et des enfants, sont mortes après avoir été torturées mentalement et physiquement pendant des semaines, notamment en les privant de sommeil, et en les aspergeant de gaz CS. Les victimes ont été diabolisées,
tant par le public que par les forces de l'ordre et les agresseurs gouvernementaux, ont manifesté à la fois du mépris pour leurs victimes et de l'enthousiasme à l'idée de les tuer. La même attitude générale peut être observée dans des dizaines de vidéos de violences policières montrant la police en train d'intimider avec enthousiasme et même d'agresser physiquement des personnes qui ne représentent une menace pour personne et qui ne se défendent même pas ou n'opposent pas de résistance. C'est le résultat direct de la conviction des responsables de l'application de la loi que tous les autres sont inférieurs à eux et en tant qu'agents de l'autorité, ils ont le droit de se faire traiter comme des supérieurs, de ramper devant eux et d'obéir à leurs ordres sans poser de questions. Le même schéma peut être observé chez les collecteurs d'impôts et autres bureaucrates. Alors, dites-moi comment vous réagissez à ce que je vous lis. Je vous rappelle qu'un des ouvrages qu'on a lu par le passé et qui se retrouve, le nom m'échappe, mais vous le retrouverez dans le générique d'introduction, évidemment, illustre parfaitement ce que nous sommes en train d'évoquer. Il importe peu de savoir dans quelle mesure la croyance en l'autorité crée réellement des tendances sadiques et dans quelle mesure elle ne fait que libérer des tendances qui existaient déjà. Le fait est qu'en prétendant décharger l'individu de la responsabilité de ses propres actes, en lui ordonnant d'infliger des dommages à autrui et en lui disant qu'il est non seulement permis mais vertueux de faire du mal à une cible particulière, le mythe de l'autorité convertit des millions de personnes moyennes, par ailleurs décentes, en monstres et en agents sadiques du mal. Les facteurs qui poussent normalement les gens à se comporter de manière civile et non violente, qu'il s'agisse des vertus internes de l'individu, de son attachement à des principes oraux ou à des croyances religieuses, ou simplement de son inquiétude quant à ce que les autres pourraient penser de lui ou pourraient lui faire, sont facilement vaincus et annulés par la croyance en l'autorité. En bref, le moyen le plus efficace de faire taire l'humanité et la décence de tout individu est de lui apprendre à respecter et à obéir à l'autorité. Alors, avant de passer au paragraphe suivant qui s'intitule « Que signifie le badge ou l'insigne que porte une personne en uniforme ?» Alors, merci douce Mimi Unstoppable, ils sont légitimes, nous dis-tu. En tout cas, merci pour ta participation. C'est important que vous réagissiez à ce que vous écoutez. Puis je vous rappelle le petit principe de la lecture à haute voix qui consiste à piocher des mots dans le texte que vous entendez et à simplement les poster sur le chat pour nous aider tous ensemble à avoir un véritable fil conducteur et puis surtout pour améliorer finalement la capacité à retenir ces arguments s'ils vous parlent et à les restituer par la suite. Parce que vous savez que la déperdition d'un texte écouté, ne serait-ce que 10 lignes écoutées, et si vous voulez ensuite les cacher pour noter sur un papier tout ce qui vous revient de ces 10 lignes, vous serez probablement surpris comme moi du peu que vous arrivez à en restituer. Du coup, il est un de nos devoirs, si nous voulons nous armer davantage avec des arguments et des preuves, d'avoir une lecture attentive de cet ouvrage. Alors merci à toutes celles et ceux qui sont là, en tout cas. Ce que signifie le badge ou l'insigne. Alors, ceux qui obéissent aux ordres d'une supposée autorité font généralement tout ce qui est en leur pouvoir pour le faire savoir clairement. Lorsqu'un soldat revêt sa tenue militaire, marche en formation ou monte dans un véhicule militaire, lorsqu'un policier met son uniforme et monte dans la voiture portant l'inscription « police », lorsqu'un agent gouvernemental en civil, qu'il soit du FBI, de l'IRS, des US Marshals ou de toute autre agence, montre son badge ou annonce son titre officiel, il fait une déclaration très précise qui peut se résumer comme suit. Je n'agis pas comme un être humain pensant, responsable et indépendant, et je ne devrais pas être traité comme tel. Je ne suis pas personnellement responsable de mes actes parce que je n'agis pas selon mon libre arbitre ou mon propre jugement sur le bien et le mal. J'agis plutôt comme l'outil de quelque chose de surhumain, quelque chose qui a le droit de vous gouverner et de vous contrôler. En tant que tel, je peux faire des choses que vous ne pouvez pas faire. J'ai des droits que vous n'avez pas. Vous devez faire ce que je dis, vous soumettre à mes ordres et me traiter comme votre supérieur, car je ne suis pas un simple être humain. Je me suis élevé au-dessus de cela. Grâce à mon obéissance inconditionnelle et à ma loyauté envers mes maîtres, je suis devenu un élément de l'entité surhumaine appelée autorité. Par conséquent, les règles de la morale humaine ne s'appliquent pas à moi et à mes actions ne doivent pas être jugées selon les normes habituelles du comportement
humain. Fin de citation. Cette croyance bizarre, mystique, semblable à une secte, est partagée par tous les responsables de l'application de la loi dans le monde. Il est terriblement dangereux pour quiconque de s'imaginer qu'il est exempté des règles fondamentales du bien et du mal, et pourtant c'est exactement ce qu'imaginent tous les agents du gouvernement. Malgré le fait que les soldats et les forces de l'ordre arborent généralement leur uniforme officiel avec une grande fierté, ce qu'ils font en réalité, c'est afficher publiquement le fait qu'ils sont délirants, qu'ils ont une vision complètement déformée et démente de la réalité et qu'ils ont trahi ce qui a fait d'eux des êtres humains, leur libre arbitre et la responsabilité personnelle qui l'accompagne. Toute personne qui prétend agir au nom de l'autorité démontre qu'elle a accepté un mensonge totalement ridicule, que sa position, son insigne, sa fonction changent radicalement les comportements qui sont moraux et ceux qui sont immoraux. Cette idée est manifestement insensée, mais elle est rarement reconnue comme telle parce que même les victimes des personnes chargées de l'appliquer partagent cette illusion. Donc, fin de ce paragraphe intitulé Ce que signifie le badge ou l'insigne que portent les représentants de l'autorité. On aborde maintenant ce nouveau paragraphe. N'hésitez pas à poster, les amis, comment vous recevez. Alors évidemment, ce livre n'est pas un livre fait pour rester dans une zone de confort, cela va sans dire, puisqu'il va à l'encontre des croyances les plus communément répandues. Et sauf à penser que une croyance qui a lieu depuis des millénaires a forcément valeur de vérité, puisque, pour le mettre entre guillemets, ça a toujours été comme ça. Évidemment, quand vous lisez quelque chose qui vient heurter vos croyances, donc potentiellement votre endoctrinement, il ne faut pas s'attendre à être confortable avec ce que vous entendez actuellement. En tout cas, j'aborde ce nouveau paragraphe qui s'intitule De nobles motifs de mauvaises actions. Il est important de souligner à nouveau que parmi ceux qui deviennent des forces de l'ordre et des soldats, la plupart le font par désir de lutter pour la justice. Néanmoins, en raison de leur croyance en l'autorité, leurs nobles intentions finissent souvent par être utilisées pour nuire aux innocents et protéger les coupables. Parce qu'un policier est censé faire respecter la loi et qu'un soldat est censé obéir aux ordres, leurs propres valeurs et intentions sont éclipsées par les objectifs de ceux qui donnent les ordres. Malgré la propagande militaire qui encourage les jeunes hommes et femmes à s'engager pour défendre la vérité et la justice, le véritable travail d'un soldat consiste à tuer tous ceux que ses maîtres lui ordonnent de tuer. C'est aussi simple que cela. Combien d'Américains choisiraient de leur propre chef de se rendre dans des pays étrangers et de tuer de parfaits inconnus? Très peu. Combien d'Américains, s'ils se trouvaient dans un pays étranger, se sentiraient justifiés de faire du porte-à-porte, d'interroger des étrangers sous la menace d'une arme, d'envahir et de fouiller leur maison parce qu'ils pensent que des personnes vraiment mauvaises pourraient se trouver dans la région? Très peu. Il s'agit là d'actions que le sens de la moralité de presque tout un chacun qualifierait de répréhensibles. Mais lorsque quelqu'un s'engage volontairement dans une armée autoritaire, il se prive intentionnellement de son propre jugement et de sa conscience pour se contenter de faire ce qu'on lui dit. Eh bien, merci, va savoir, de nous avoir rejoints. Quel est le titre de ce livre, s'il vous plaît? Quel est l'auteur? Eh bien, je vous le remets à l'écran, ça nous permet de faire une petite pause avant d'aborder le paragraphe suivant. Alors le titre, bah, vous le voyez, The Most Dangerous Superstition, vous pouvez traduire ça par la plus dangereuse superstition ou la superstition la plus dangereuse. Et alors l'auteur, comme vous le voyez, qui a d'ailleurs une chaîne YouTube en anglais, je précise, s'appelle Larken Rose et il publie assez régulièrement des vidéos. Il vous suffit d'activer le sous-titrage pour donc avoir le sous-titrage en anglais et puis après de choisir effectivement la traduction automatique en français pour avoir une idée très utilisable de ce qu'il raconte. Et il faut lui reconnaître le mérite de la persévérance. Voilà, donc va savoir, est-ce que tu vois le chat? Je ne sais pas, mais en tout cas, tu as entendu le titre du livre, La plus dangereuse superstition. Donc voilà, de Larken Rose. Alors, n'hésitez pas à continuer à partager vos réflexions. Évidemment, les nôtres, pour ceux qui nous connaissent à travers nos nombreuses chaînes YouTube qui ont été fermées pour d'autres raisons, je le précise,
que nos lectures, simplement par parfois justement des scènes relatant des poursuites policières à l'égard des Gilets jaunes, qu'il faut bien qualifier de monstrueuses. Eh bien, ces scènes déplaisant à YouTube, eh bien, et à ceux évidemment qui lui ont dit que cela devait être considéré comme de nature à sans doute troubler l'ordre public, eh bien, nous ont valu des fermetures de plusieurs chaînes. Donc, je ne reviens pas là-dessus, ce qui fait que toutes nos émissions en lecture active et interactive, qui sont au demeurant également, je le précise, destinées aux personnes non-voyantes, eh bien, ont malheureusement été littéralement et sans état d'âme mis à la poubelle par YouTube, qui exerce de fait une position, il faut bien le dire, d'autorité. Je poursuis donc avec notre sommaire tel que vous le voyez là, puisqu'on est dans le paragraphe de nobles motifs, de mauvaises actions. Et n'hésitez pas à me signaler si le son se dégrade en cours de route, parce que pour des raisons qu'on n'a pas réussi à élucider, eh bien, lors d'émissions précédentes, on trouve sur les 1 heure d'émission, 1 minute 30 qui deviennent inaudibles, et c'est bien regrettable, parce qu'ici, on ne touche strictement rien dans nos réglages, et donc, pour l'instant, on est eh bien, dans le doute de savoir d'où ça peut bien venir. Bien que les soldats utilisent parfois une force légitime, par exemple pour combattre des agresseurs et des envahisseurs, ils agissent aussi régulièrement comme des agresseurs et des envahisseurs eux-mêmes. Il serait impossible pour une armée gouvernementale de fonctionner autrement. Imaginez une armée faisant du porte-à-porte, demandant poliment à chaque propriétaire la permission de traverser son terrain. Le fait de qualifier la situation de guerre amène les partisans du gouvernement à imaginer que les normes habituelles du comportement humain ne s'appliquent pas. Sous prétexte de nécessité, les soldats violent les frontières, volent, intimident, menacent, agressent, interrogent, torturent et assassinent. Et ils le font même à l'encontre de personnes qu'ils considèrent comme leurs alliés. L'invasion militaire et l'occupation de l'Irak par les mercenaires du gouvernement américain, prétendument destinés à défendre le peuple irakien, était un exemple d'agression et de coercition à grande échelle, et donc immorale, même si elles ont permis de déplacer un régime coupable d'un niveau d'intimidation et de meurtre encore pire, le régime de Saddam Hussein. Pourtant, la méchanceté supposée de l'ennemi est souvent invoquée pour justifier la coercition autoritaire. En réalité, aujourd'hui comme dans l'histoire, la violence à grande échelle contre des innocents a toujours été exercée au nom de la lutte pour la liberté ou de la lutte contre l'injustice. Même lorsque les nazis ont envahi la Pologne, ils ont d'abord mis en scène une série d'événements sous faux drapeaux et de cascades de propagande, collectivement connus sous le nom d'opération Himmler, afin de pouvoir prétendre que l'invasion était un acte justifiable d'autodéfense. La vérité est que, même lorsque le mal d'un régime ennemi est facile à voir, ce qui fait que le combat global semble juste pour une partie, la violence commise par les armées autoritaires n'est jamais dirigée uniquement contre les agresseurs réels de l'autre partie. La structure et la méthodologie des armées hiérarchiques font que des innocents sont toujours victimes d'une manière ou d'une autre, et pas seulement par accident, mais à dessein. La mentalité de meute, qui fait partie intégrante du patriotisme, rend cette situation inévitable. Alors les amis, merci à tous ceux et celles qui nous rejoignent. Vous êtes de plus en plus nombreux au fil des émissions. Merci à Benjamin d'être là avec nous. On t'a évidemment déjà rencontré lors des émissions précédentes. Et puis, eh bien, on découvre avec nous ce soir, va savoir, et puis Douce Mimi Unstoppable. Donc voilà, je fais une petite pause avant de poursuivre. Sachez que le livre que nous sommes en train de lire et qui est actuellement diffusé, comprend en version anglaise format PDF 200 pages. Donc pour une émission d'1 heure, il faut compter environ 10 pages, ce qui fait que nous allons en fait produire 20 émissions. Nous en sommes actuellement, comme vous le voyez à l'écran, puisque nous sommes le 2 août, à la 7e. Il en restera donc encore 13 pour couvrir l'intégralité de ce livre qu'on trouve pour notre part fondamental, après en avoir lu bien d'autres, tels que Les raisons cachées du désordre mondial de Valérie Bugeaud. Alors je le répète à chaque émission, c'est vrai, parce que c'est un ouvrage qui a tellement marqué d'abord votre serviteur et tous nos auditeurs du moment, que j'en profite pour saluer et remercier. Je ne peux pas me souvenir de tous les prénoms, donc je ne vais pas me lancer dans l'aventure de ceux qui veulent bien revenir, mais en tout cas, c'est grâce à eux qu'on a pu lire un livre extrêmement complexe, parce qu'il y
a beaucoup de notions de droit qui sont évoquées. Là, c'est d'une autre nature, mais ça va absolument dans le même sens. Et puis, il faut reconnaître que c'est Valérie Bugeaud qui, en employant plusieurs fois le terme de loi naturelle, eh bien, a finalement semé une petite graine qui a germé dans mon esprit et qui m'a donné envie d'écouter Marc Passio pour parler justement de la loi naturelle pendant 5 conférences. Et puis, c'est Marc Passio qui finalement m'a donné envie eh bien, de lire ce que je lis avec vous, qui est ce livre, La plus grande des superstitions. Donc, pendant la Seconde Guerre mondiale, les troupes américaines considéraient les Boches et les Japs comme l'ennemi, plutôt que de considérer l'ennemi comme les individus qui commettaient effectivement des actes d'agression contre des innocents. Un concept qui exigerait que chaque soldat utilise constamment sa propre perception individuelle et son jugement moral pour évaluer chaque situation à laquelle il est confronté, ce qui est incompatible avec une chaîne de commandement autoritaire. Bien sûr, parmi les personnes qui correspondent à la définition des Boches, les Allemands, ou des Japs, les Japonais, beaucoup n'ont joué aucun rôle dans le conflit, à part le fait de le financer en payant des impôts, comme nous le verrons plus loin. Mais des deux côtés, dans chaque guerre, les armées gouvernementales et la propagande qu'elles utilisent ciblent et diabolisent toujours une catégorie générale de personnes, plutôt que les individus qui ont réellement initié la violence. Il en résulte que d'immenses groupes démographiques finissent par recevoir l'ordre de se soumettre ou de s'exprimer ou de s'exterminer, les uns les autres, ce qui fait qu'aucun camp n'est jamais le bon dans une guerre entre nations, puisque les deux armées recourent toujours à la violence contre des innocents ainsi que contre d'autres soldats. Alors, n'hésitez pas à vous saluer mutuellement comme le fait Va Savoir, parce que petit à petit, comme on l'a constaté dans nos émissions précédentes, eh bien, un lien se tisse évidemment entre tous les gens qui écoutent et participent à l'émission. Puis merci pour tes réactions et tes réflexions, Benjamin, qui nous dit, je vous le poste comme ça, c'est plus facile à lire, le conditionnement déshumanisant de l'armée, une vraie monstruosité. En tout cas, on ne peut qu'être d'accord avec cette affirmation qui est parfaitement en phase avec ce que démontre page par page ce livre. Alors, pour ceux que ça heurte, et je peux les comprendre facilement, eh bien, n'oubliez pas que là, on n'est pas en train de lire un paragraphe, mais 200 pages avec des arguments. Donc, ça vaut vraiment la peine de rentrer dedans avant de décider, si tel devait être le cas pour vous, que ce livre est à mettre au panier. Maintenant, prenez le temps d'examiner les arguments de l'auteur, ce qui est peut-être un des exercices les plus difficiles pour ceux d'entre nous qui ont des convictions tellement solides qu'il ne faudrait surtout pas amener une idée qui ne conforte pas la personne dans ses propres convictions. Je poursuis donc avec ce paragraphe dans lequel nous sommes en train d'évoquer de nobles motifs de mauvaises actions. Donc l'un des exemples les plus odieux est sans doute le largage de bombes nucléaires, je pense que tout le monde est au courant de ce fait, sur Nagasaki et Hiroshima, qui constituent de loin les deux pires actes individuels de terrorisme et d'assassinat de masse de l'histoire. Ensemble, ils ont causé la mort d'environ 200 000 civils, soit environ 70 fois plus que les attentats du 11 septembre 2001 contre le World Trade Center. L'objectif avoué était d'infliger la peur, la douleur et la mort à la population d'un pays entier, afin de contraindre la classe dirigeante de ce pays à se plier à la volonté d'une autre classe dirigeante. Ironiquement, cela correspond parfaitement à la définition que le gouvernement des États-Unis donne du terrorisme, sauf que cette définition exempte commodément les actes qui sont légaux et ou commis par des gouvernements. Si les membres d'un gouvernement préconisent et mènent des activités violentes destinées à intimider ou à contraindre une population civile, ou à influencer la politique d'un gouvernement par l'intimidation ou la coercition, ces activités sont considérées comme légitimes et justes. Si quelqu'un d'autre fait exactement la même chose, il s'agit de terrorisme. Et voir la section 2331, voir la section 2331 du titre 18 du Code des États-Unis. Et avec les affaires Nord Stream, vous voyez que, évidemment, ce n'est pas forcément avec des pertes humaines proprement dites, mais en tout cas, un acte de terrorisme qui n'est pas considéré, semble-t-il, comme tel. On n'a pas vu grande réaction à ce sabotage. Par ailleurs, l'existence des armes nucléaires est entièrement due à la croyance en l'autorité.
Contrairement à de nombreuses armes, il est impossible de les utiliser à des fins purement défensives. La seule raison pour laquelle la bombe nucléaire a été inventée et fabriquée en premier lieu est l'idée autoritaire, nationaliste, de la mentalité de meute selon laquelle il est possible et juste d'être en guerre contre un pays entier et que par conséquent l'extermination aveugle de milliers de personnes en une seule fois peut être justifiée. Alors, Béatrice C, merci de nous rejoindre. Alors, chacun fait ce qu'il peut, hein, donc il n'y a pas à être désolé, même si c'est ça que tu nous dis. Au demeurant, j'ai loupé le début, je regarderai en replay. Merci, j'ai adoré le replay de hier. Merci à toi, ça nous encourage. Et c'est vrai qu'on est content de partager tout ça avec vous. Et puis également d'offrir, s'il y en a parmi vous, aux non-voyants, eh bien, la possibilité de lire ces livres avec leurs oreilles. Le fait d'être membre d'une armée gouvernementale exige que l'on contribue à des actes anti-humains, même si ce n'est qu'indirectement, quelles que soient les nobles motivations qui ont poussé l'individu à s'engager dans les forces armées. La raison en est simple. Agir sur la base de sa propre perception et de son propre jugement et respecter sa propre conscience et son propre sens du bien et du mal est totalement incompatible avec le fait d'être membre d'une armée gouvernementale, quelle qu'elle soit. Malheureusement, le résultat est que les deux camps de chaque guerre sont dans l'erreur, en ce sens qu'ils initient tous deux la violence contre des innocents. Dans le même temps, les deux camps de chaque guerre ont également raison dans la mesure où ils condamnent l'autre camp pour avoir commis des actes de violence contre des innocents. En bref, tant qu'il y aura des soldats prêts à se soumettre à une prétendue autorité, et même à commettre des meurtres lorsqu'elle le leur demande, une paix durable sera impossible. Ceux qui se battent pour un gouvernement, quel qu'il soit, même s'ils croient se battre pour leur pays, ne pourront jamais parvenir à la liberté et à la justice, parce qu'une classe dirigeante par nature ne veut jamais la liberté et la justice, même pour ses propres sujets, sinon elle cesserait d'exister. Aussi noble que soit leur motivation et aussi courageuse que soient leurs actions, en fin de compte, la seule chose que les soldats du gouvernement puissent jamais obtenir, c'est la soumission et la domination. Alors, j'espère que vous percevez comme moi la densité de ce texte. C'est peu de dire qu'il est engagé, sans concession, mais c'est sans doute cela dont nous avons besoin, probablement un électrochoc de la conscience, si il doit s'avérer, même si ce terme semble parfois peu approprié, un certain nombre d'entre nous seraient endormis. Euh, Si je vous lis ces textes, je ne peux que vous dire un petit peu l'historique qui nous a amené à lire ces textes à haute voix. Eh bien, c'est que j'ai eu la chance, c'est une véritable chance d'avoir parmi mes amis, un ami aveugle. Je lui rends hommage, même s'il est dans d'autres plans au jour d'aujourd'hui, l'ami Jean, et c'est grâce à lui que, à sa demande, eh bien, à l'époque, on était sur cassette, j'enregistrais pour lui des livres sur cassette dont, par ailleurs, il me laissait souvent le choix. Donc, je pense que c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier et quelque part, on pourrait dire que ces émissions lui sont dédiées. Alors, ironiquement, probablement dans le but de dissimuler la nature intrinsèquement mauvaise de toute armée gouvernementale et de distinguer ses propres mercenaires des mercenaires d'autres régimes tyranniques, l'armée américaine prétend que les soldats américains ont le droit et le devoir de désobéir à tout ordre qu'ils jugent illégal ou immoral. Cependant, non seulement tout soldat qui le fait est susceptible d'être traduit en cour martiale, mais un tel principe, qui serait en soi tout à fait approprié, va directement à l'encontre du concept même d'autorité et des méthodes spécifiques utilisées pour former les soldats à devenir des outils obéissants et irréfléchis du régime qu'ils servent. Dans un contexte de combat, presque tout ce que chaque armée gouvernementale fait constitue du terrorisme agressif et presque tous les ordres qu'un soldat reçoit sont des ordres immoraux, qu'il s'agisse d'empiéter sur la propriété d'autrui, de faire sauter un pont, de bloquer une route, de désarmer des civils, de détenir et d'interroger des personnes sans justification ou de tuer de parfaits étrangers simplement sur le mot d'ordre d'une supposée autorité. Alors,
quelle est la réflexion que ça t'inspire? Le livre serait plutôt à brûler par les sincères qui n'apprécient pas la réflexion. Merci, vous offrez votre temps, votre énergie, votre conviction en nous partageant ce livre. Merci surtout à toi parce que je vous rappelle que tout ce qu'on fait ne serait rien sans l'attention que vous y portez et que selon Marc Passio, l'auteur des 5 conférences sur la loi naturelle, alors je suis obligé de faire des redites parce que certains d'entre vous prennent en cours de route. Donc, selon Marc Passio, eh bien, ce qu'il appelle la monnaie spirituelle est une monnaie composée de 2 faces. La première, c'est le temps. À quoi consacrez-vous, à quoi donnez-vous votre temps, à quoi le consacrez-vous? Et puis la deuxième face de cette monnaie spirituelle, c'est l'attention. Et tous ceux qui êtes avec nous ce soir, eh bien, vous donnez de l'attention à ces idées. Et donc, il s'agit, selon Marc Passio, d'une monnaie dite spirituelle. En fait, même lorsque les règles d'engagement prévoient de ne tirer que si l'on fait feu, donc je répète, en fait, même lorsque les règles d'engagement prévoient de ne tirer que si l'on fait feu, cela reste souvent injustifié. Lorsque l'on est l'agresseur, que ce soit à titre individuel ou au nom d'une autorité, la cible de cette agression a le droit d'utiliser toute la force nécessaire pour arrêter l'agresseur. En d'autres termes, dans de nombreuses situations, tirer sur des soldats, y compris des soldats américains, est intrinsèquement justifié. Tuer quelqu'un qui se défend contre des agresseurs est un meurtre, même si les agresseurs sont des soldats américains. Et presque tous les soldats commettent régulièrement des actes d'agression immoraux, croyant que les ordres de l'autorité les autorisent à le faire. Si un soldat prenait au sérieux l'idée qu'il a le devoir de désobéir à un ordre immoral, la première chose qu'il ferait serait de quitter l'armée. Alors, j'en profite grâce à vos commentaires pour faire des pauses, ce qui me fait le plus grand bien. Et donc, voici la dernière contribution de Benjamin. La subversion idéologique, selon Yuri, merci de faire des rapprochements avec d'autres auteurs, c'est toujours précieux. Selon Yuri Bezé-Nemov, un ex-agent du KGB qui révèle les méthodes et procédés mis en place pour déstabiliser et détruire un pays de l'intérieur sans avoir à déclarer la guerre. Donc merci pour cette contribution. Et puis Béatrice nous dit, moi ce que j'aimerais, c'est des solutions pour sortir de cette big galère avec tous les dormeurs. En tout cas, que vous partagiez ou pas mon opinion n'a guère d'importance, les amis. Donc simplement, je vous l'affiche sans aucune prétention, c'est que je vois guère d'autres solutions qu'une prise de conscience globale et puis d'apprendre à désobéir, ce qui est sans doute pas le plus simple. Donc évidemment, je ne vais pas dire en quoi à chacun vous devez désobéir, mais je pense que, voyez, l'endoctrinement et les conditionnements dont nous sommes victimes nous amènent à nous soumettre à un tas de choses, si vous voulez, qui sont absolument immorales. Peut-être légitimes ou en tout cas légales, mais certainement immorales. Donc vous voyez que c'est absolument difficile d'arriver à appréhender et de nous compter tous ceux qui ont commencé à avoir ce recul que permet ce livre, même si on n'est pas obligé d'en partager, ça va sans dire, et heureusement, tous les aspects, mais en tout cas, tous ceux qui jugent qu'il y a certainement quelque chose qui cloche vraiment dans l'état actuel de ce monde. Il suffit d'avoir une petite vision ou une grande vision, c'est selon géopolitique, pour comprendre ce qui se passe, si vous voulez, est extrêmement grave dans le domaine de la destruction, de l'immoralité. Alors, on sous-estime bien trop souvent la puissance de nos propres conditionnements. Ça, je n'en sais rien, mais en tout cas, c'est une opinion que nous partage Benjamin. Alors moi, c'est vrai que ma référence, là aussi, chacun aura la sienne selon son chemin. Ayant une longue pratique, de yoga qui passe par l'écoute, entre autres choses, des sensations corporelles et qui est une des modalités par lesquelles, pour certains, quand ça se passe bien, eh ben, le mental apprend à se taire. Si on considère que le mental est le substrat de nos endoctrinements et de nos conditionnements, en tout cas, malgré une pratique longue et persévérante, je n'ai pas le sentiment que ça soit un chemin facile de se déconditionner.
ceci n'engageant que moi et sans évidemment intention de décourager qui que ce soit. Alors peut-être que nécessité fait loi, c'est-à-dire que l'urgence de la situation dans laquelle nous trempons toutes et tous va faire que, qui sait, il y aura peut-être une accélération, en tout cas c'est ce que j'espère, des ouvertures de conscience des uns et des autres. Ceci étant, ça reste tout à fait intéressant quand nous commençons à voir, bien d'accord, c'est fini pour eux. Donc la seule question, c'est de savoir si on est suffisamment nombreux à commencer à voir et là, chacun, je suppose, ira de sa propre évaluation et puis ça dépendra aussi beaucoup de votre état intérieur. Les jours où vous êtes en pleine forme, bien peut-être que vous penserez qu'on est très nombreux. Les jours où vous serez un peu moins en forme parce que, ça demande une certaine patience tout ça. Je vous partage mon âge, mais à 68 ans, j'en ai quand même vu pas mal. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, on est en droit d'être un peu impatient et on se demande si on verra, un changement suffisamment significatif. Est-ce que c'est pour satisfaire l'ego? Je n'en sais rien, mais de son vivant, parce que les années passent et que on n'a pas l'impression que ça aille forcément dans le bon sens. Mais tu as bien raison, Béatrice, en tout cas, de nous partager que tu gardes confiance. Alors, ceux qui agissent en tant que mercenaires pour le gouvernement, même s'ils le font avec les meilleures intentions, feront toujours partie d'une machine qui commet des agressions aussi souvent, voire plus souvent, qu'elle ne défend les innocents. Cela étant, presque chaque soldat de combat fait des choses qui justifieraient l'utilisation de la violence défensive à son encontre. Cependant, comme l'ont toujours fait les envahisseurs conquérants, les commandants militaires américains qualifient de combattants ennemis, d'insurgés ou de terroristes quiconque s'oppose à leurs actes d'agression. Lorsque l'agression est commise au nom de l'autorité, nombreux sont ceux qui considèrent tout acte d'autodéfense contre cette agression comme un péché. Bien que les autoritaires américains puissent être scandalisés par cette suggestion, la vérité est que plusieurs milliers de personnes dans le monde ont eu de bonnes raisons de tirer sur des soldats américains. Lorsqu'une personne qui n'a blessé ni menacé personne se trouve chez elle en train de vaquer à ses occupations et que des voyous lourdement armés enfoncent sa porte, pointent des mitraillettes sur elle et sa famille, les menacent et leur donnent des ordres, le propriétaire a le droit absolu de se protéger et de protéger sa famille par tous les moyens nécessaires, y compris en tuant les intrus armés. L'Américain moyen, s'il était victime d'une telle agression par des mercenaires étrangers, se sentirait parfaitement justifié d'utiliser toute la violence nécessaire pour repousser les attaquants, même si ce sont ses concitoyens américains qui commettent de telles agressions dans un pays étranger. Ce même Américain, ayant été imprégné du culte de l'autorité et de la mentalité de meute, soutiendra les troupes et applaudira lorsque des soldats américains assassineront un propriétaire qui tente de résister par la force à une telle agression et à une telle brutalité. Les actions militaires, autoritaires, ne sont jamais purement défensives. Alors peut-être que j'ai copié le paragraphe deux fois. Je fais une petite pause, le temps de vérifier. Alors, on verra bien si c'est une redite. Les actions militaires autoritaires ne sont jamais purement défensives. Lorsque les gouvernements déclarent la guerre, ce n'est jamais pour défendre les innocents ou préserver la liberté, bien que ce soit toujours l'objectif déclaré. Lorsque les gouvernements s'engagent dans une guerre, c'est toujours pour protéger ou accroître le territoire ou les autres ressources qu'ils contrôlent. La classe dirigeante, de par sa nature même, ne veut même pas que ses propres sujets soient libres et encore moins les sujets d'un dirigeant étranger. Par conséquent, bien que l'on dise souvent que celui qui meurt au combat a donné sa vie pour son pays, en réalité, ceux qui meurent à la guerre ne sont que des ressources dépensées par les tyrans dans diverses guerres de territoire avec d'autres bandes de tyrans concurrentes. Les gens sont abreuvés de propagande sur l'héroïsme, le sacrifice et le patriotisme pour cacher le fait que les gouvernements n'entrent jamais en guerre pour servir la justice ou la liberté. Ils le font pour servir leur propre pouvoir. Un examen objectif de l'histoire le montre clairement. Alors, petite pause avec ta réflexion, Benjamin. La violence inévitable, une épreuve que j'espère ne jamais avoir à connaître. Et je dirais de même. Et puis, 57 ans et autour de moi depuis quelques mois, ça bouge. Ben, écoute, merci de nous partager tous ces frémissements ou plus. C'est vraiment intéressant. Comme ça, à nous tous, peut-être qu'on aura une vision un peu plus complète
de la situation présente, allez savoir. En tout cas, nous sommes à près de 22h30, bientôt au bout d'1 heure d'émission, et vous êtes 14 vaillants, je dirais, personnes curieuses d'apprendre et de comprendre, et donc je ne peux que vous en féliciter. Même l'une des entreprises militaires les plus apparemment justifiables de l'histoire, pardon, je reprends la phrase, même l'une des entreprises militaires les plus apparemment justifiables de l'histoire, la lutte des Alliés, avec un grand A dans le texte contre les puissances de l'Axe pendant la Seconde Guerre mondiale, si elle a abouti à la défaite du troisième pire meurtrier de l'histoire, Adolf Hitler, a également permis au pire meurtrier de l'histoire, Joseph Staline, de se voir confier la moitié de l'Europe par les dirigeants des nations alliées. La motivation de la plupart des soldats américains qui ont participé à la guerre était sans aucun doute de protéger le bien contre le mal. Mais les motivations de ceux qui les commandaient, et donc les résultats réels des efforts de ces braves soldats, n'étaient rien d'autre que la conquête autoritaire et le pouvoir. Pendant la Seconde Guerre mondiale, on aurait pu au moins suggérer, avec un peu d'imagination, la possibilité d'une invasion des États-Unis et prétendre ainsi qu'il s'agissait d'un acte d'autodéfense parce que la sécurité nationale était en jeu. Mais la plupart des opérations militaires américaines n'ont impliqué aucune menace directe pour les États-Unis. 30 000 Américains sont morts pendant la guerre de Corée. Personne n'imaginait que la Corée du Nord allait envahir les États-Unis. 50 000 Américains sont morts pendant la guerre du Vietnam. Personne n'a imaginé que les armées d'Irak ou d'Afghanistan allaient envahir les États-Unis. L'excuse pour de tels conflits a toujours été une cause vague telle que la lutte contre le communisme ou l'excuse encore plus éthérée de la guerre contre le terrorisme, ce qui est d'autant plus ironique que des tactiques terroristes ont été et continuent d'être régulièrement utilisées par les forces américaines. La triste ironie est que la classe dirigeante américaine, en raison de la légitimité que ses victimes imaginent qu'elle a, est la seule bande réellement capable de conquérir et d'assujettir le peuple américain. La gigantesque machine militaire et tous les jeux de guerre dans lesquels elle s'est engagée, au lieu de fournir une once de protection réelle au public américain, sont à l'origine de la plupart des menaces étrangères existantes et servent toujours d'excuse pour justifier l'oppression des Américains par leur propre gouvernement par le biais du Patriot Act, au nom orwellien, entre autres choses. L'autocollant populaire qui dit « Si vous aimez votre liberté, remerciez un vétéran » est un symptôme permanent de la mentalité de meute, de la propagation d'adoration de l'État que les classes dirigeantes donnent à leur sujet pour que les maîtres continuent à avoir des pions à jouer dans leur jeu de pouvoir sadique et destructeur. Même lorsqu'un maître d'esclaves se bat pour empêcher un autre maître d'esclaves de voler ses esclaves, il n'est toujours pas l'ami des esclaves eux-mêmes. Il est tout à fait compréhensible que quelqu'un qui a risqué sa vie, vécu l'enfer, blessé ou tué d'autres êtres humains, y compris éventuellement des innocents, et souffert de traumatismes physiques ou émotionnels en conséquence, soit réticent à accepter que tout son courage, ses souffrances et les dommages qu'il a infligés aux autres n'aient finalement servi qu'à des projets de mégalomane. Cependant, même certaines des personnalités militaires les plus célèbres de l'histoire ont fini par admettre que les gouvernements s'engagent dans la guerre non pas dans un but noble, mais pour les profits et le pouvoir. Le major général Smedley Butler, qui au moment de sa mort en 1940 était le marine américain le plus décoré de l'histoire, a écrit un livre intitulé « War is a Racket », La guerre est un racket, dans lequel il critiquait le complexe militaro-industriel, affirmant que la guerre est menée au profit de quelques-uns, aux dépens du plus grand nombre, allant même jusqu'à décrire son propre service militaire comme les actions d'un gros bras de luxe, d'un racketteur et d'un gangster. De même, le général Douglas MacArthur a estimé que l'expansion militaire est motivée par une, je cite, psychose d'hystérie de guerre, une psychose d'hystérie de guerre artificiellement induite. Et, je cite toujours, une incessante propagande de la peur. Une incessante propagande de la peur. Le général MacArthur a également déclaré ce qui suit. Les puissances en charge nous maintiennent dans un état de peur perpétuelle, nous maintiennent dans une ruée continue de ferveur patriotique avec le cri d'une grave urgence nationale. Il y a toujours eu un mal terrible pour nous engloutir si nous ne nous rallions pas aveuglément à lui en fournissant les sommes exorbitantes demandées.
Pourtant, rétrospectivement, ces catastrophes semblent n'avoir jamais eu lieu, n'avoir jamais été tout à fait réelles. Fin de citation. Bien entendu, critiquer la guerre comme un racket qui ne profite qu'à la classe dirigeante ne signifie pas que la classe dirigeante de l'autre côté n'est pas également mauvaise ou qu'il ne faut pas lui résister. Les atrocités commises par les agents des régimes de Staline, Mao, Hitler, Lénine, Pol Pot et bien d'autres étaient extrêmement graves et le recours à la violence défensive contre les actes d'agression commis par les agents de ces régimes était certainement justifié. Mais la guerre autoritaire oppose des pions à d'autres pions dans des combats sanglants à grande échelle qui couvrent de vastes zones géographiques, faisant toujours des victimes parmi les populations civiles, tandis que les classes dirigeantes des deux camps observent la situation à distance. Le fait que le gouvernement américain ait souvent mené des guerres contre des tyrans qu'il avait mis en place, comme Manuel Noriega et Saddam Hussein, est une autre preuve que la guerre n'est jamais une affaire d'idéaux ou de principes. Un exemple encore plus flagrant du fait que la guerre n'est pas une question de principe est le fait qu'au début de la Seconde Guerre mondiale, Joseph Staline et son Union soviétique étaient des ennemis jurés des États-Unis. À la fin de la guerre, les propagandistes du gouvernement américain appelaient cet assassin psychotique Oncle Joe et le traitaient comme un noble allié. Les crimes de Staline contre l'humanité, qui ont fait des dizaines de millions de morts, ont été largement passés sous silence aux États-Unis à l'époque. À la lumière de ces faits, il est absurde de prétendre que le gouvernement américain a décidé d'entrer dans la Seconde Guerre mondiale sur la base d'un quelconque principe moral ou pour vaincre le mal. Alors voilà un long paragraphe. Merci de votre attention, les amis. Vous êtes toujours, en tout cas, 11 personnes avec nous, plus, j'imagine, toutes celles qui verront l'émission en replay. Alors d'après les compteurs YouTube, ces émissions, eh bien, elles font en moyenne 440 spectateurs. Alors, quant à savoir s'ils l'écoutent jusqu'au bout, ça c'est une autre histoire, mais enfin, c'est le chiffre des compteurs YouTube. Il est important de noter ce qui se produit et ce qui ne se produit pas dans la guerre internationale traditionnelle. Les classes dirigeantes concurrentes, y compris les dirigeants américains, se contentent de regarder leurs pions respectifs se massacrer par milliers, mais la politique officielle de nombreux gouvernements, y compris le gouvernement américain, est depuis longtemps de ne pas tenter de tuer les dirigeants étrangers, c'est-à-dire ceux qui sont les plus responsables du déclenchement de la guerre. En vérité, le moyen de défense le plus moral, le plus rationnel et le plus rentable contre toute autorité envahissante est l'assassinat de ceux qui la commandent. Cibler les gouvernements plutôt que leurs fidèles exécutants servirait merveilleusement l'humanité, non seulement en mettant fin à la plupart des conflits violents beaucoup plus rapidement, mais aussi en dissuadant fortement tout mégalomane tenté de déclencher des conflits. Pourtant, il existe un accord ouvert, mutuel et permanent entre la plupart des tyrans de haut niveau, selon lequel, s'il est acceptable de jouer avec la vie de leurs sujets, ils ne s'attaqueront que rarement les uns aux autres. Alors, avant de terminer ce paragraphe, je vous partage vos réflexions, c'est bien la moindre des choses. Réflexion de Benjamin pour la première. L'histoire est écrite avec le sang des vaincus, les seigneurs de la guerre, auteurs dans l'ombre de nos manuels d'histoire. Merci d'illustrer ce qu'on est en train de lire, effectivement. Et puis, je suis géopolitique, donc dans le sens de suivre Géopolitique Profonde, qui est une chaîne YouTube pour ceux qui ne la connaissent pas encore. Donc, je suis Géopolitique Profonde et Haute, beaucoup d'informations, beaucoup moins propagandistes que BFME. Voilà, merci pour vos réflexions. D'une part, ça vous permet de participer au moins un peu, même si le chat reste malheureusement très limité. Et puis, ceci étant, pourquoi pas, une fois que certains d'entre vous seront plus connus du fait qu'on les rencontre à chaque émission, pourquoi ne pas vous donner par exemple la parole en fin d'émission pour la commenter de votre propre voix. Ça pourrait être un exercice intéressant. En tout cas, c'est gérable avec l'interface que nous utilisons pour ces émissions. Alors, si tout cela vous intéresse, eh bien, le seul moyen, évidemment, de s'assurer que c'est quelqu'un qui va faire ça de manière constructive, eh bien, c'est de vous voir sur plusieurs émissions. Alors, n'y voyez aucune pression, évidemment, mais c'est un peu la condition pour que ça soit possible. Donc, ainsi, encore et encore, un grand nombre de soldats se rendent
sur les champs de bataille pour s'entretuer, tandis que les véritables ennemis de l'humanité, les dirigeants des deux camps, restent hors d'état de nuire. Ainsi, les vies des soldats bien intentionnés, les braves agents du gouvernement qui suivent loyalement les ordres jusqu'au bout, sont complètement gâchés dans des entreprises qui, par leur conception, n'aboutissent en fin de compte à une véritable liberté et à une véritable justice pour personne. Et si un soldat parvient à reconnaître et à cibler les principaux responsables de l'injustice et de l'oppression, ceux qui portent l'étiquette de gouvernement dans les deux camps de chaque guerre, il est condamné comme un traître et un terroriste. Alors, vous voyez, je pense que ceux qui comprennent ce que je veux dire en ont la démonstration grandeur nature. En ce moment, il suffit d'ouvrir les yeux. Alors, on aborde le dernier paragraphe de cette émission bien complète, qui consiste, le titre de ce paragraphe étant «Fier de commettre le mal», fier de commettre le mal. Qu'il s'agisse d'un soldat ou d'un bureaucrate de bas niveau, le travail de tous les responsables de l'application de la loi consiste à imposer par la force la volonté de la classe dirigeante à l'ensemble de la population. Néanmoins, la plupart d'entre eux s'imaginent que ce faisant, ils servent le peuple. Bien entendu, l'idée de servir quelqu'un en exerçant des violences à son encontre est ridicule. Pensez à l'oxymore de l'absurdément nommé Internal Revenue Service, qui ne faisait rien d'autre que voler des trillions de dollars à des centaines de millions de personnes chaque année. Plutôt que d'envisager la possibilité que ce qu'ils font régulièrement, à savoir participer à un système d'agression et de coercition, soit immoral et non civilisé, la plupart des mercenaires d'État, du gratte-papier aux tueurs à gages, se contentent de dire qu'ils ne font que leur travail et s'imaginent que cela les exonère de toute responsabilité personnelle pour leurs actions et les résultats de ces actions. C'est avant tout ce qui a causé la chute de la société humaine. La plupart des maux et des injustices commis par les êtres humains ne sont pas le résultat de la cupidité, de la malveillance ou de la haine. C'est le résultat de personnes qui font ce qu'on leur dit, qui suivent les ordres, qui font leur travail. En bref, la majeure partie de l'inhumanité de l'homme envers l'homme est le résultat direct de la croyance en l'autorité. Ça, c'est vraiment une phrase fondamentale. En bref, la majeure partie de l'inhumanité de l'homme envers l'homme est le résultat direct de la croyance en l'autorité. Les dommages causés par ceux qui se contentent d'obéir sont tout aussi réels et tout aussi destructeurs que s'ils avaient été causés par une malveillance personnelle. Qu'une vieille dame soit volée par un voyou armé ou par un percepteur bien habillé et bien éduqué ne fait aucune différence, ni sur le plan moral, ni sur le plan pratique. Qu'une famille irakienne soit tuée par des soldats de Saddam Hussein ou par des soldats du gouvernement des États-Unis ne fait aucune différence, ni sur le plan moral, ni sur le plan pratique. Que les choix personnels d'une personne soient contrôlés de manière coercitive par un voyou de quartier ou par la police ne fait aucune différence, ni sur le plan moral, ni sur le plan pratique. La seule différence est que le voyou autoritaire, du fait de sa croyance délirante en l'entité mythique appelée gouvernement, refuse d'accepter la responsabilité personnelle de ses propres actes. Sa croyance dans la superstition la plus dangereuse le rend incapable de reconnaître le mal comme tel. En fait, il se sentira fier de sa loyale obéissance à ses maîtres alors qu'il passe jour après jour à infliger des épreuves et des souffrances à des innocents parce qu'on lui a enseigné toute sa vie que lorsque le mal devient loi, il cesse d'être mauvais et devient bon. En vérité, si quelque chose est un péché, c'est l'obéissance aveugle à l'autorité. Agir en tant qu'exécutant pour le gouvernement équivaut à un suicide spirituel. En fait, pire qu'un suicide physique, parce que chaque exécutant autoritaire non seulement supprime le libre arbitre et la capacité de jugement qui font de lui un être humain, il tue ainsi sa propre humanité, mais laisse aussi son corps intact pour que les tyrans s'en servent comme outil d'oppression. Être un agent de la force publique, c'est se transformer volontairement d'une personne en un robot qui est ensuite donné à certaines des personnes les plus malveillantes au monde pour être utilisé afin de dominer et d'asservir la race humaine. Porter l'uniforme d'un soldat ou l'insigne d'un agent de la force publique n'est pas un motif de fierté. Cela devrait être un motif de grande honte d'avoir abandonné sa propre humanité pour devenir un pion des oppresseurs. Voilà pour ce paragraphe très très fort. Il y a matière, il me semble vraiment à réflexion, même si ça bouscule ce à quoi on avait pu réfléchir jusqu'ici.
Et donc, merci également pour vos réflexions. Là, on est arrivé au bout de cette émission. Donc, on a largement, évidemment, le temps et heureusement de partager. Après tout, après, c'est tout le monde qui font cela, pas seulement les fonctionnaires. Nous dit douce Mimi Unstoppable. Et puis, Boussad Chabani, merci d'être là et de nous avoir rejoints. Fiers de commettre le mal, c'est du pur satanisme. Aujourd'hui, ils attaquent le vivant naturel. Ce n'est pas pour rien et c'est tout à fait, effectivement, juste de le faire remarquer. Et puis, ne pas faire à autrui ce que l'on ne veut pas pour soi-même, cette simple phrase m'aide à vivre. Tout à fait. Alors, c'est quelque chose qui est, entre autres choses, largement développé dans les lois naturelles, toujours par le même Marc Passio, et qui précise qu'il y a une grande différence entre dire ne fais pas à autrui, fais à autrui ce que tu voudrais que l'on te fasse. Ça, c'est une première version que l'on entend parfois. Et il préfère largement la deuxième, qui me semble être la tienne, Béatrice, à savoir ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Donc, merci de ce petit rappel. Alors, merci primum non nocere, évidemment. Il faut le rappeler encore et encore, mais quand on voit tout ce qui a eu lieu ces derniers mois et 3 dernières années, il y a plus que matière. Ce livre est une bombe qui explique bien c'est quoi le satanisme, la culture de cette mafia. Alors pour moi, en tout cas, je peux que vous donner mon ressenti, mais c'est véritablement une bombe et Dieu sait que j'en fais pas une affaire d'ego, bien évidemment, mais j'en ai quand même lu un paquet de livres et c'est certainement celui qui, à ce jour, pour moi, va le plus loin. Alors, c'est un peu la suite logique de tout ce que j'ai lu jusqu'à présent. Donc, évidemment, c'est comme si la vie, quelque part, ou mon inconscient, ou je ne sais pas qui, m'y avait progressivement préparé. En tout cas, pour moi, c'est une bénédiction d'être tombé sur cette recommandation à lire ces 2 livres. Hein. Je vous rappelle à l'écran leur couverture, hein, The Most Dangerous Superstition, l'Archon Rose. Et si on peut apporter notre contribution en offrant un livre audio version française, ça sera avec grand bonheur. Alors, peut-être qu'il existe déjà, mais nous, on ne l'a pas trouvé en le cherchant. Et puis, le deuxième livre que, pour ma part, je n'ai pas encore lu, s'appelle, comme vous le voyez, La fin du mal, et il est de Jérémy Locke. Ceux qui nous ont accompagnés, suivis par le passé, vont reconnaître notre générique de fin. Alors, ça date du mouvement des Gilets jaunes, auquel on a largement participé pour plein de raisons. Et merci, à demain pour la suite. Il faudra que je fasse aussi les autres vidéos. Elles sont toutes à ma connaissance très denses et puis vous fortifiez quelque part ma détermination à bien intégrer ce livre. Alors, je vous rappelle à propos de détermination, sans rentrer dans trop de détails, l'importance qu'il y a à pratiquer ce qu'on appelle la lecture à haute voix. Alors là, je suis sur le sommaire, c'est pas ça que je cherche. J'espère que je vais arriver à le relocaliser, cette lecture à haute voix. Alors ça, c'est autre chose. Je vais devoir faire une petite recherche. Alors, je vous fais patienter une petite seconde, le temps de vous redonner la méthode que je vous propose et largement testée concernant le fait de muscler son attention lors de l'écoute d'un livre et d'en tirer quelque chose de véritablement puissant pour la suite. Alors, ce qui fait que j'ai mis dans mes diapositives cette fameuse lecture à haute voix que je n'arrivais plus à retrouver. Alors, j'espère que, voilà, elle est en cours d'importation. Vous allez bientôt la voir à l'écran. Et cette lecture à haute voix, je vous invite à la pratiquer régulièrement. Vous voyez, c'est un exercice important, nous dit le docteur Vitoz, l'auteur de cette façon de faire. Un exercice important pour obtenir un contrôle cérébral, sentiment de présence, d'être là, d'être soi. On ne peut pas lire à haute voix en pensant à autre chose, en étant ailleurs. C'est un acte conscient, maîtrise de la pensée, moyen d'expression qui permet de s'affirmer. Alors certes, ce n'est pas vous qui lisez à haute voix, vous êtes plutôt dans l'écoute, mais une des étapes me semble tout à fait adéquate parce que vous voyez qu'il y a 4 étapes successives pour cet exercice que je vous invite à vivre chez vous.
au demeurant. Alors, je peux les poster une par une sur le chat si j'arrive à les lire. Non, je ne peux pas les copier direct, donc je vous laisse les lire pour l'instant. Choisissez un passage d'une dizaine de lignes d'un ouvrage apprécié, tant qu'à faire, choisissez de télécharger cet ouvrage. Je vous rappelle que j'ai donné en début d'émission le lien pour le faire, pour les 85 premières pages. Lisez-le d'abord des yeux, puis à haute voix, en faisant la différence entre les deux lectures, puis en prenant conscience de la manière dont vous lisez, si vous êtes distrait ou non, si vous comprenez ou non, afin de bien vous rendre compte des différences, s'il y en a. Une différence donc entre lecture à haute voix et lecture des yeux. Deuxième étape, reprenez alors la lecture en écoutant votre voix, en vous familiarisant avec elle, en sentant le livre dans vos mains, puis en notant les idées, les mots, les expressions employées. Alors c'est ce que je souhaiterais que par la suite nous arrivions à faire sur le chat. Au fur et à mesure que vous écoutez ce que je vous raconte, vous faites comme si c'était votre propre voix, même si à l'évidence il y a une différence, et puis vous postez sur le chat les idées, les mots, les expressions employées. Si on est une dizaine à faire ça, je vous assure que ça va prendre une autre tournure en termes d'efficacité et de compréhension. Et puis, troisième étape, fermez le livre. Alors ça, c'est ce que je vous invite à faire après l'émission, de fermer votre chaîne YouTube, votre smartphone, et puis de raconter ce que vous venez d'entendre pour le coup de cette émission à quelqu'un, ou si vous l'avez fait chez vous avec un livre, ce que vous venez de lire. Et puis, la quatrième étape, la lecture terminée, expliquez à un auditeur réel ou imaginaire le passage lu, comme si vous vouliez le discuter avec lui. Alors, vous voyez, cette lecture à haute voix me semble tout à fait applicable ou transposable, on va plutôt dire, à nos émissions. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Un grand merci à vous d'avoir été avec nous ce soir. Et puis, on est aujourd'hui, donc mercredi. Et bien, demain, jeudi, souvenez-vous qu'il y a une nouvelle émission, mais qu'elle aura lieu à 20h, comme tous les jeudis, le temps de cette restitution. Donc, jeudi à 20h, on va se donner un nouveau rendez-vous dès demain. Et donc, je vous remets quelques instants si j'arrive à le localiser, tellement c'est petit, le sommaire sous les yeux. Et donc, demain, 3 août, on va aborder la partie 3C, les effets du mythe sur les cibles. On va évoquer fier d'être volé, fier d'être contrôlé, et puis le bien finance le mal. Merci Fleury Jardin de nous rejoindre en fin d'émission. Excellente nuit à toutes et à tous. Les amis, je vais vous laisser d'un instant à l'autre, dès que j'arrive à le retrouver, en présence du générique final. Portez-vous bien, laissez mûrir tout ça et n'hésitez pas à partager autour de vous. Alors, malheureusement, après, j'ai encore super vidéo à finir, mais dès que je dors, je travaille. Bonne nuit, désolé, demain, ça sera replay. Je finis à 21h. C'était un immense plaisir. Merci à toi, Béatrice. Merci en tout cas à toutes et à tous pour votre grande bienveillance et participation. La psyché a besoin de stabilité. Tout ce qui vient mettre en péril cette stabilité est en tiré, même au détriment de la vérité. Le déni, un dangereux bouclier pour l'esprit. Eh bien, on terminera sur cette belle citation de Benjamin. Je vous souhaite une excellente soirée et puis je vous dis à demain. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères.